Le balayeur à la rose, ça vous dit quelque chose? Je suis curieux. Je vois toujours cette rose. Ouais. Quelle est l'histoire derrière cette rose? Alors là, ça fait bientôt 37 ans que je suis balayeur. Je promenais mon char plein de saleté. Je me disais, on va mettre quelque chose de joli pour faire l'antithèse avec les déchets. Un peu de beauté au milieu des déchets. Nous avons le plaisir de recevoir le cantonnier le plus célèbre de Suisse, Michel Simonet. Après avoir fait des études et travaillé durant 4 ans comme comptable, Michel a pris une décision qui allait changer sa vie, devenir cantonnier pour la ville de Fribourg. Après 30 ans de service, Michel a décidé de publier un livre dans lequel il raconte son expérience de balayeur. Une rose et un balai. Ce livre est rapidement devenu un best-seller et l'Académie Goncourt l'a même fait figurer dans sa liste des 10 livres à dévorer durant l'été 2018. Aujourd'hui, nous allons discuter du désir de statut social qui nous anime tant, de sa conception de la réussite et du sens du travail. À la fin de l'interview, Michel nous révélera même son secret pour toujours voir la vie en rose. Michel Simonet, bonjour. Bonjour. Récemment, vous êtes apparu dans une vidéo du photographe fribourgeois David Enestola, que je salue bien d'ailleurs. Et donc cette vidéo est devenue complètement virale sur les réseaux sociaux. Si je me rappelle bien, elle a cumulé 10 millions de vues sur Instagram et TikTok. Elle a même été repostée sauf erreur par certaines stars américaines. Et moi, je voudrais simplement commencer par là. À votre avis, pourquoi cette vidéo a-t-elle touché tellement de gens partout dans le monde? Moi, ça m'a étonné en premier lieu parce que ce que je dis dans cette vidéo, en fait, je le dis des centaines de fois à tous les passants qui viennent me demander pourquoi vous mettez une rose à votre charrette. Donc j'étais étonné quand même que ces mots simples, dits en fait de manière spontanée, parce que je ne remarque pas que je suis filmé, c'est peut-être ça aussi qui donne une certaine spontanéité, un certain naturel à mes paroles. De plus, une vidéo efficace, hein, une vidéo courte avec des mots il n'y a pas de mots plus que... Il n'y a pas trop de mots. Puis je pense que ça a touché les gens. Et peut-être aussi, quand j'ai vu certains commentaires, c'est peut-être la jonction du manuel et de l'intellectuel, malheureusement assez rare, qui a peut-être interpellé pas mal de personnes en disant « Voilà, ce monsieur travaille depuis 35 ans en train de balayer la rue, et puis il arrive à écrire un livre. » Donc je pense que ça a été un peu ça qui a touché les gens. Donc c'est vraiment ce mélange-là qui, dans votre histoire, à votre avis, marque les gens. Oui, je pense effectivement qu'on peut à la fois être un ouvrier non qualifié, parce que j'exerce un travail qui n'a pas de qualification, de certificat fédéral de capacité, et à la fois j'ai eu un cursus intellectuel, collégial, enfin on va dire mes humanités d'une certaine manière, et voilà, ça m'aura permis de rejoindre en moi-même aussi les deux facettes de ma vie. Et je me demandais, donc, depuis ce buzz, est-ce qu'il a débouché sur quelque chose? Est-ce que votre livre, par exemple, va être traduit dans d'autres langues? Ou est-ce qu'on vous a contacté suite à ces vidéos? Alors, mon premier livre a été traduit en allemand et en italien, mais ça n'a rien à voir avec ce buzz qu'il y a eu. Ces traductions étaient déjà existantes ou en voie de parution quand David a fait cette vidéo. Il y a eu après des demandes anglaises, chinoises, coréennes, japonaises, turques même, étonnamment. Et pour le moment, c'est en stand-by. Je ne sais pas si quelque chose va sortir, ou j'aimerais bien pour l'anglais en tout cas. Et pour le moment, il n'y a rien. Et vous, ça vous a fait quelque chose de voir cette vidéo comme ça tourner dans le monde entier? Vous avez ressenti quoi quand vous avez appris ça? Bon, un étonnement d'abord, justement, comme je l'ai dit, et puis bien sûr, après une certaine fierté de me retrouver dans cette ville de Fribourg, de ramener aussi voilà, un petit cadre médiéval au centre de l'attention des 5 continents, de pas mal de personnes. Alors justement, on parlait de votre livre, Une rose et un balai. J'aimerais commencer justement cette interview par ce livre et particulièrement à la page 73. Vous écrivez, je cite, « Le balayeur ne cadre pas avec la vision classique de la réussite où le statut social est tellement nécessaire à l'équilibre existentiel. » Moi, j'aimerais commencer justement par cette notion de statut social. À votre avis, qu'est-ce que le statut social, tout simplement, et pourquoi est-ce qu'on le recherche autant?
Bon, toute personne est nécessairement appelée à se situer dans le microcosme social où elle agit, où elle vit. Et dans ce sens-là, un statut social est nécessaire. Après, si ce statut social est volontairement trouvé, tant mieux. J'ai peut-être été un peu exagéré en parlant de statut social et y mêlant forcément ambition et carriérisme. La réussite peut être toute simple ou faite dans un choix très simple. Je trouve actuellement tellement de personnes changent de profession, ne font pas ce pourquoi elles ont été en tout cas, elles se sont préparées pour des études où elles recommencent un autre cursus d'études pour arriver peut-être à un statut social qui est peut-être moins valorisant que celui auquel elles pensaient au départ, parce que le travail peut-être leur plaisait pas sur un plan, le simple plan peut-être du secteur tertiaire, peut-être des personnes veulent un retour à la nature. Mais le statut social, qu'il soit un statut ouvrier, où beaucoup de collègues sont fiers de l'être, ou un autre statut plus élevé, eh bien, on doit y être et s'y sentir à la fois, je pense, respecté et valorisé. La Suisse est un pays, d'après moi, assez bon dans ce domaine où on respecte un peu tous les métiers. Moi, je trouve que j'ai rarement été dénigré parce que j'étais balayeur. Je trouve que les gens, des fois, nous remercient pour le travail qu'on fait. Ils reconnaissent aussi notre valeur et notre action au sein de la société. Donc un statut social, pour moi, c'est la vie de l'homme. C'est une vie ça fait partie de la vie de l'homme pour qu'il soit, disons, pour qu'il tienne debout. Vous avez parlé de fierté, de respect. Vous pensez que c'est vraiment ces notions-là qu'on recherche à travers le statut social, justement, le respect des autres, la fierté, l'estime de soi, en fait? Oui, moi je pense que notre situation d'homme au sein de la société nécessite un lien avec les autres. Et je pense moi j'ai toujours apprécié d'être estimé en tant que balayeur. Je crois que l'estime de soi et le respect passent aussi par le regard de l'autre. Et vous pensez justement qu'en Suisse, donc, le regard de l'autre est peut-être plus tendre, plus respectueux envers des gens qui ne sont pas forcément au sommet des hiérarchies sociales, comme on a l'habitude de le dire, par rapport à d'autres cultures? Moi, je le trouve, oui. Je pense que la tradition démocratique de la Suisse, c'est ses fondations basées quand même sur un lien des gens entre eux, une organisation, une auto-organisation sans forcément avoir besoin de la hiérarchie. Je pense qu'en Suisse, on n'aime jamais trop les têtes qui dépassent ou c'est même mal vu, disons, d'être un matu-vu. Voilà. Je pense qu'en Suisse, il y a bien sûr toujours pour moi, c'est une question de pourcentage souvent. En fait, je remarque qu'il y a peut-être tout le monde, il y a des endroits où beaucoup de gens ont envie d'être simples, d'être humbles et d'avoir une vie paisible au service de l'autre, plus qu'ailleurs. Et en Suisse, je trouve qu'il y a cette valeur encore simple. Ouais. Ça me rappelle un passage dans votre livre où vous parlez d'un enfant, je crois, qui est avec son papa et qui demande à son papa qu'est-ce qui fait le monsieur bête, je crois que c'est ça la phrase. Le monsieur idiot. Le monsieur idiot. Donc ça, c'est une expérience qui vous arrive pas souvent, ou bien c'est non, ça m'arrive pas souvent. C'est peut-être pour ça qu'elle m'a autant marqué, parce qu'effectivement, le papa avait dû dire oui, mais ça c'est pour les imbéciles, c'est un travail qui est fait pour ceux qui ne savent pas faire autre chose. Et donc ça m'amène à la notion de réussite, qui est explorée aussi dans votre livre. Souvent, on attribue justement la réussite à un statut social élevé. Souvent, quand les gens ils pensent à la réussite, ils pensent à la célébrité, ils pensent à la richesse, ils pensent à l'admiration des autres, justement. Et ce qui m'intéresse, justement, dans votre expérience, c'est
si la réussite n'émane pas d'un statut social élevé, comment est-ce que vous définiriez la réussite? Souvent, on parle de réussir sa vie. Moi, je pense que c'est deux mots qui jurent un peu l'un avec l'autre. Je ne sais pas si on peut réussir une vie, elle a tellement de hauts et de bas, elle est tellement longue. On réussit des choses dans sa vie, mais réussir sa vie, d'ailleurs, on n'est pas juge de sa vie en soi. Et le mot réussite, ben, c'est un mot qui, pour moi, se réfère trop peut-être à parvenir à quelque chose, à l'exploit, à la performance. Et elle est peut-être plus intérieure que ça. Moi, je définirais la réussite à la fois comme l'accomplissement intérieur d'un désir qu'on porte en soi, un bon et beau désir qu'on porte en soi, quel qu'il soit, et qu'on arrive à l'accomplir. Par exemple, je peux dire que j'ai réussi à vivre mon travail depuis bientôt 40 ans avec une certaine constance, avec une santé bien dotée. Ça, pour moi, c'est important, ou d'avoir réussi à élever cet enfant. Ils sont adultes maintenant, et avec mon épouse, bien entendu, surtout, en plus. Voilà, la réussite, elle équivaut peut-être à certaines petites choses bien précises au sein même d'une existence qui connaît aussi des échecs. Et comme je dis, on n'est pas juge de la réussite de sa vie. Je pense que c'est d'autres qui le diront ou non. Moi, ce qui m'intéresse dans votre cas, en termes de statut social, c'est que souvent on pense au balayeur, au Michel Simonet balayeur. Mais moi, dans la façon dont je conçois la chose, pour moi, il existe deux Michel Simonet. Donc si on pense toujours au thème du statut social, il y a le balayeur qui, en effet, d'un point de vue traditionnel, disons, se trouve plutôt en bas de la hiérarchie sociale. Mais de l'autre côté, il y a quand même l'écrivain qui, lui, a un rang social beaucoup plus élevé, c'est-à-dire qu'on lit ses livres se vendent, les médias l'invitent, les gens l'admirent. Et ce qui est intéressant, c'est que ces deux personnages sont vraiment intrinsèquement liés, dans le sens où, d'ailleurs vous le dites très bien, vous êtes un balayeur qui écrit. Donc quelque part, ce que les gens admirent et aiment dans votre activité d'écrivain, c'est que vous êtes justement un balayeur, et c'est justement cette anomalie-là qui surprend les gens et qui donne envie peut-être de lire vos livres. Moi, je me demandais, imaginons que cette identité de balayeur qui écrit ne vous ait jamais permis de devenir écrivain et donc par là même d'élever votre statut social. Est-ce que vous seriez quand même resté balayeur jusqu'à aujourd'hui? Oui, absolument. Ça fait 37 ans que je suis balayeur et 8 ans que je suis écrivain. Donc il n'y a aussi pas photo sur les dates. Évidemment, j'aurais pu être balayeur heureuse, complètement heureux et épanoui en n'écrivant rien du tout. Parce qu'avant, j'avais vraiment rien écrit du tout. Je crois que des lettres de condoléances ou de félicitations, c'est tout ce que j'écrivais tout ce que j'écris. Je ne suis pas diariste, hein, j'ai jamais écrit un journal intime quand j'étais jeune. Je crois que l'écriture, bien sûr, est venue compléter et peut-être manifester, en fait, tout simplement mon plaisir et ma joie à être balayeur de rue. Donc je crois que ça se manifeste dans le livre. Et non, je resterai balayeur, je l'espère, encore 2 ans et demi, 3 ans, jusqu'à la fin, jusqu'à 65 ans. Donc la retraite approche. Le jour où je redeviendrai un piéton comme un autre sera peut-être un jour pas forcément facile à vivre. Moi, j'aime beaucoup mon travail, tout simplement à cause de ce qu'il procure sur le plan de l'utilité publique et sur le plan, en fait, de l'efficacité, de la raison d'être de quelqu'un dans la rue pour nettoyer les déchets qui peut-être pourraient assombrir une matinée de personnes qui se promènent dans la rue avant d'aller travailler d'une rue dégueulasse. Ça vous a jamais traversé l'esprit, par exemple, quand vous voyez que vos livres se vendent bien, ou typiquement, après le buzz dont on a parlé au début de cette interview, de vous consacrer uniquement à l'écriture? Non, ça, j'ai jamais voulu me lancer. Déjà, c'est quand même en Suisse
un saut dans l'inconnu. Je crois qu'il y a que Joël Dicker qui vit de sa plume. Sinon, le marché suisse est quand même faible. Mes livres se vendent bien en France aussi, mais quand même, il faut vraiment vendre beaucoup de livres pour réussir à vivre de son métier d'écrivain. Donc voilà. J'ai eu la chance en fait de gagner un prix en 2020 qui m'a permis pendant 6 mois de travailler à mi-temps pour compenser la perte du salaire parce que je voulais écrire un 2e livre et ce prix m'a aidé à écrire un 2e livre en travaillant pendant 6 mois à mi-temps. Donc ça a été la seule entorse à mes 37 ans de travail, 6 mois à mi-temps pour écrire la moitié du temps. 1 semaine de travail, 1 semaine de congé. Je voulais pas, j'aurais pu me dire voilà, je fais 6 mois complets sans travailler. Je pense que j'aurais eu un déséquilibre. J'avais peur de perdre ce lien avec le plein air, de perdre ce lien avec un lever tôt et un travail régulier qui marque ma vie depuis 37 ans. Et qui vous inspire peut-être aussi, c'est peut-être aussi... Et qui m'inspire aussi, absolument. Ouais. Même si je pense en tout cas, mon premier livre, je l'ai écrit pendant mon travail, mais effectivement avec des idées qui nous viennent en travaillant, mais le soir, il faut qu'on mette ces idées en phrases, en chapitres, en pages. Et là, on est obligé quand même de s'arrêter, de s'asseoir et de se mettre vraiment à écrire comme il faut. Vous avez l'air de... Donc vous nous avez parlé de votre définition de la réussite qui serait justement de comprendre ce qu'on veut, de se fixer des objectifs et de tout simplement aller dans ce sens. Je pense qu'en ignorant justement toutes les questions extérieures de statut social, peut-être de conception ou de vision des autres. Et il y a beaucoup de gens, je pense, qui aimeraient être capables de faire ça, mais qui justement se retrouvent dans des métiers peut-être qu'ils n'aiment pas ou qui ne les inspirent pas, peut-être des jobs de bureau, des jobs plus tertiarisés justement dont vous parliez au début. Justement pour ces raisons, c'est-à-dire qu'ils prennent un job qui les satisfait moins, mais en revanche, ils ont un statut social un peu plus élevé, ils ont une rémunération aussi peut-être plus élevée, mais s'ils pouvaient choisir complètement librement, peut-être que ces personnes-là se consacreraient justement à des métiers liés à un service public qui a peut-être plus de sens pour eux. Qu'est-ce que vous diriez à une personne qui se sent justement coincée dans son travail pour les raisons que je viens d'évoquer? Je lui dirais d'abord peut-être quand même de patienter, disons, de tenir quand même dans ce métier pour en faire le tour. Alors ça peut durer peut-être des mois, peut-être des années, ou, enfin, de vraiment d'être absolument sûr et certain, parce que bon, la vie moi je connais des personnes qui vivent certains métiers, qui vivent pas dans le métier de balayeur d'une manière très négative. Ils sont pas très. Je pense pas qu'il y a un métier paradisiaque, il y a des métiers infernaux. Je pense que c'est lié à notre désir, peut-être à notre tempérament. Je pense qu'il y a des tempéraments qui sont faits pour certains métiers et pas d'autres. On est aussi adaptatif. Ma formation de base est employé de commerce. Moi, j'ai travaillé 4 ans dans un bureau. Je ne vais pas vous dire que j'étais malheureux dans un bureau. Je me plaisais même bien, j'étais content. Il me manquait peut-être justement le fait d'être dehors, mais sinon, j'aurais peut-être pu continuer suivant quels imprévus, quels changements dans ma vie. J'aurais continué à travailler dans un bureau. Je ne pense pas que j'aurais été hyper malheureux. Mais je pense qu'il faut, en tout cas pour les personnes qui se sentent coincées, comme vous dites, d'abord attendre, et puis après, si vraiment la conviction est tellement forte qu'il faut changer, eh bien, il faut changer. C'était quand même un sacré changement quand vous étiez dans un bureau, de décider d'aller à l'extérieur, même durant l'hiver, vous en parlez dans votre livre, vous travaillez des fois dans des conditions très dures. J'imagine que ce n'était pas une décision forcément facile sur le moment. Qu'est-ce qui vous a vraiment poussé à la prendre? Alors moi, j'ai procédé par phase, parce qu'après le bureau, après mon travail de bureau, nous nous sommes mariés avec mon épouse et j'ai commencé à faire 2 années d'études de théologie. Et durant ces 2 années, l'été, j'ai travaillé comme étudiant, parce que j'avais des vacances universitaires, j'ai travaillé comme étudiant à la ville de Fribourg, en fait, comme encore le font plusieurs étudiants
qui chaque année viennent travailler avec les ouvriers titulaires pour remplacer ceux qui partent en vacances. Et moi, j'ai remplacé un balayeur. Donc j'ai été comme étudiant pendant 6 semaines en tant que balayeur. Et j'ai pu au moins, en tout cas, je n'ai pas fait un saut dans le vide en me disant je passe du bureau au balai en sachant pas du tout ce qui va m'arriver. Là, j'ai senti, en vivant ces 6 semaines, bien sûr au chaud et en été, que ça allait me plaire, que ça me plairait bien. Et j'ai eu, après une 2e année d'études, qui débouchait pas forcément qui débouchait sur un diplôme qui m'aurait éventuellement amené à travailler en église ou des choses comme ça, mais j'ai pu réfléchir calmement sur mon avenir et à un moment donné, je me suis décidé à justement à changer de profession et à demander s'il y avait une place à la ville de Fribourg en tant que balayeur titulaire. Et donc je suis devenu collègue du balayeur que j'avais remplacé pendant les vacances. Ouais, et donc vous avez fait cette expérience pendant l'été, vous n'avez pas regretté votre décision une fois l'hiver arrivé? Alors le premier hiver était un hiver très difficile, mais en même temps, non, j'étais content d'être dehors, même par mauvais temps. Et encore maintenant, même si les années passent et que ça devient difficile à passer 60 ans, de pêler la neige toute la journée, disons, je suis toujours content d'avoir ces petits moments toujours magnifiques qu'on peut avoir, même sous la neige, même dans la grisaille. C'est intéressant parce que je ne savais pas du tout que vous étiez un peu tombé sur le métier de balayeur par hasard, entre guillemets. Et dans votre livre, vous dites justement à la page 79, vous dites avoir été fait pour être balayeur. Vous dites ensuite, en page 114, la vie est toujours plus belle quand elle porte le beau nom de vocation. Est-ce que vous pensez qu'on est tous faits pour un métier? Je pense qu'on est fait pour tout plein de choses. On n'est pas uniquement déjà orienté dès le ventre de sa mère pour un métier bien précis. J'aurais pu faire tout plein d'autres choses. Après, bien sûr, moi, j'ai senti par après que j'étais fait pour être balayeur. Il fallait d'abord l'expérimenter. Quand j'étais enfant, je voyais des balayeurs dans la rue. J'avais pas ce côté méprisant. Je me disais, ah, mais ces personnes-là, elles sont dehors et puis elles sont seules. Elles disaient, moi, je suis assez solitaire. Elles travaillent sans avoir beaucoup de contraintes, en tout cas hiérarchiques. On a l'impression qu'il y a bien sûr des contraintes hiérarchiques chez les balayeurs, toujours assez fortes quand même, mais à la fois on a une certaine liberté. Moi je pense que oui, on est fait pour plusieurs choses, il faut se décider un jour, ça c'est sûr, et c'est peut-être là qu'intervient la vocation, je pense que c'est très personnel, c'est un mélange de désir, de raisonnement, d'influence, de famille. Et tout cela s'entrechoque, combat, lutte, et à la fin arrive une décision une vocation peut prendre aussi plusieurs reflets. Quelqu'un peut suivre la même vocation en poursuivant certains métiers qui se ressemblent. Parce que les vocations, des fois, elles sont liées aussi à un tempérament. Alors bien sûr, il y a des fois des familles. Moi, je viens d'une famille qui n'est pas très ciblée sur le plan social. C'est-à-dire, moi, j'ai un père qui était directeur, j'avais un grand-père qui était en fait cantonnier, un autre menuisier, un autre gardien de prison, un autre paysan. J'étais pas, je suis pas d'une famille d'avocats de père en fils, de médecins de père en fils, où là peut-être c'est beaucoup plus dur de changer de voie. Moi, j'avais pas une voie très tracée par mes ancêtres. Donc ça donne aussi une liberté. Enfin, pour moi, j'ai senti ça comme une liberté de me dire, moi, je peux faire ce que je veux. Même si mon papa, disons, il n'a pas toujours été, bien sûr, étant directeur d'assurance. Quand tu lui demandes que fait ton fils, maintenant, il était dans un bureau, il est balayeur. Donc c'était pas facile pour mon papa, disons, de le dire. Je le comprends tout à fait. Après, le livre a un petit peu aidé et il voyait que j'étais aussi heureux. Donc on a toujours eu une belle amitié entre nous, un beau lien qui n'a pas été terni par ce choix au début incompris. Mais effectivement, je trouve que la vocation, c'est quelque chose c'est un mélange de beaucoup de paramètres et qui fondent finalement un choix. Comment vous parlez de votre relation avec votre père? Est-ce que ça a rendu votre choix plus difficile? Justement, comment vous avez réussi à prendre cette décision malgré
le fait que peut-être votre père ou d'autres membres de votre famille ne l'approuvaient pas forcément dès le départ? Je fais partie d'une famille qui a toujours mis la liberté des uns et des autres très fortement en avant. Il y avait peu de contraintes, on pouvait sentir des aspirations, des attentes, mais elles étaient toujours liées finalement. C'est-à-dire, ce qui compte, c'est que tu sois heureux. Alors pour ça, c'était très très clair chez nous. Mon père était content que je sois heureux dans ce métier. Ça, c'était ça c'était quand même quelque chose qui était pour lui important, même s'il aurait voulu que je suive peut-être sa voie, qui était employé de commerce aussi, comme lui l'avait fait. Mais ça, c'était... Je crois que en Occident, en tout cas, notre liberté personnelle est très importante, et on est quand même moins contraint, peut-être dans d'autres cultures, à suivre vraiment, à reprendre, à suivre. Enfin, ça peut aussi se faire ici. Je pense que c'est vrai qu'un agriculteur qui a des fils qui ne veulent pas reprendre le domaine, ça doit être encore plus à crève-cœur, parce que là, il s'agit d'une exploitation qui va peut-être péricliter ou qui ne va pas pouvoir se poursuivre. Donc, je venais aussi d'un milieu assez flexible sur ce plan-là. Ouais. Est-ce que, quelque part, dans le fait d'écrire un livre, il y avait cette volonté de vouloir prouver quelque chose, de vouloir montrer que vous étiez peut-être capable, justement, de faire quelque chose de spectaculaire ou d'inhabituel, disons, ou pas du tout? Il y a une part de cela. À la fois, le début de l'écriture, je pense que ça dépend tout. Il y a des personnes qui veulent écrire dès le début, dès leur adolescence, ils écrivent, ils veulent écrire, ils veulent être écrivains. Moi, je n'avais absolument pas du tout l'envie d'écrire. Je savais aussi la difficulté qu'il y a à écrire un livre, et ça a été difficile, c'est prenant. J'avais pas tellement cette envie, en fait, pas du tout. J'étais content dans mon travail. Ce sont des personnes dans la rue qui de temps en temps me disaient déjà: ah, mais tu vis tellement de choses, tu vois tellement de choses, tu devrais écrire un livre sur ta vie de balayeur. Et puis moi j'ai dit oui, j'aimerais écrire, mais pas seulement un récit d'anecdotes, mais aussi peut-être le fondement de ce métier, peut-être le simple fait d'être un ouvrier non qualifié, hein, au sein même d'une corporation ouvrière, mais qui a aussi ses hiérarchies. Je dis, il y a des statuts sociaux dans les statuts sociaux. Nous dirons, on est un peu comme un carrement d'ouvriers, parce qu'on n'est pas artisan, on n'est pas menuisier, on n'est pas maçon, on n'est pas électricien. En fait, on fait des choses, on crée pas grand-chose, on va dire. Justement, je trouve qu'en ce sens, votre exemple est intéressant. À la page 78, par exemple, vous dites: le balayeur de rue ne crée rien de visible, de durable ou d'achevé. Et c'est justement souvent ce qui est reproché aux métiers d'aujourd'hui, des métiers tertiarisés, où, contrairement à l'artisan, on ne crée rien, on ne voit pas le fruit de son travail, en fait. Et souvent, on entend que c'est ça qui rend peut-être les gens malheureux dans leur travail, ou qui les empêche justement de comprendre le sens de leur travail. Et pourtant, vous, dans votre métier, vous avez aussi cette problématique-là, mais vous trouvez un sens profond à votre métier. Donc moi, la question que je me pose, c'est: où est-ce que vous trouvez le sens de votre métier, si ce n'est dans la création? Alors en fait, on crée de la propreté quand même, on crée quelque chose, même si la propreté est invisible. Détruisez de la saleté, peut-être. On détruit de la saleté, voilà. Exactement. Dans ce sens-là, on œuvre. Et on œuvre en fait pour la collectivité. Et puis pour moi, ça a été vraiment... c'est ça qui me fait vivre, en fait, c'est d'œuvrer pour la collectivité. C'est de sentir que je suis un petit maillon dans la bonne marche d'une société. Et c'est ça qui me rend heureux de me lever tous les matins pour travailler. Peut-être si j'avais été apprenti menuisier, j'avais fait mon CFC, j'aurais travaillé dans une... Peut-être je ne serais peut-être pas venu balayeur, je ne sais pas. Le fait d'être employé de commerce et finalement de ne pas créer grand-chose non plus et d'arriver comme balayeur, finalement il y a un lien avec ça. Je n'avais pas l'impression de perdre quelque chose, j'avais vraiment l'impression de changer de nature de métier, mais pas de perdre une capacité. Par exemple, j'ai des collègues qui étaient au départ
qui avaient un métier, carreleur, menuisier. Au début, c'était dur pour eux d'arriver comme balayeur parce qu'ils sentaient qu'ils avaient perdu tout un artisanat, toute une capacité, toute une habileté, en fait, parce que balayer, c'est pas si compliqué que ça. Hein. Il y a quand même une certaine dextérité, des fois, qu'on peut acquérir avec les années, mais rien à voir avec le fait d'avoir un métier artisanal. Donc, peut-être qu'effectivement, de changer de nature, de métier, pour moi, ça n'a pas été très difficile, et surtout d'œuvrer dans la collectivité publique, pour le bien public, bien sûr avec un salaire modeste. Moi, l'argent, ça ne m'a jamais trop intéressé, disons. Il y a eu des revendications syndicales. Moi, je partage, disons, par solidarité, mais pour moi, l'argent, ça n'a jamais été, disons, un but sur le plan professionnel. Donc c'était vraiment ce désir de rendre service qui vous Voilà, anime. voilà, c'est le service, en plus de rendre un service, bien sûr, public. Aujourd'hui, comme vous savez, les jeunes sont confrontés à une palette de choix professionnels qui est juste énorme. Donc on a beaucoup plus de choix, mais paradoxalement, on a beaucoup plus de mal à prendre une décision aussi. D'ailleurs, en page 81, vous dites « L'actuel embouteillage de possibilités professionnelles fait tourner bien des têtes, mais il faut bien se décider un jour. » Moi, ma question, c'est comment on décide? Comment est-ce qu'on trouve sa vocation? Oui, justement, j'en ai parlé comme étant, bien sûr, un choix à faire au milieu de les possibilités ne sont pas toujours extensibles à l'infini, suivant où on se trouve. D'autre part, une vocation, c'est quand même un désir personnel d'avoir un accomplissement intérieur, en tout cas. Il peut être aussi, pour certains, il peut être financier, il peut être ambitieux, il peut être carriériste. Mais l'accomplissement intérieur, pour moi, comment on le trouve? Je pense que c'est en soi, ça fait partie aussi de nos choix de vie, de nos aspirations. Voilà. Moi, ce que je trouvais intéressant dans ce que vous avez dit avant, c'est que vous vous êtes rendu compte que vous vouliez devenir balayeur quand vous l'aviez fait déjà. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, j'ai l'impression que les jeunes veulent trouver leur passion, leur vocation en lisant, en cherchant, en discutant peut-être avec des gens. Peut-être que la réponse se trouve dans l'expérience, c'est-à-dire ne pas savoir mais oser faire quand même, oser aller tester plein de choses. Et peut-être que c'est de cette façon-là, en expérimentant les choses justement, qu'on trouve ce qui nous plaît. Oui, bien sûr. Moi, je pense que l'expérience vécue, l'expérience pratique est fondamentale dans tout choix. Je le pense, effectivement. Oui, tout à fait. Oui. Dans votre livre, pardon, vous racontez aussi l'apparition du glouton. On dit glouton ou glouton? Glouton. Le glouton, qui est une sorte d'aspirateur géant qui est arrivé dans le métier de balayeur assez récemment. Et donc on pourrait considérer l'arrivée du glouton comme un bien pour votre métier, parce qu'il vous aide à faire votre travail de manière plus efficace, plus rapide et de manière moins difficile aussi, moins pénible, peut-être en portant moins de choses lourdes, etc. Et pourtant, dans votre livre, en page 120, vous écrivez « Trop mécanisé, glutonisé, ce métier perd de son essence ». Pourquoi pensez-vous que le glouton a comme résultat d'enlever une part de l'essence de votre métier? Alors, j'ai écrit ce livre il y a 8 ans. Le glouton, je l'ai un peu plus apprivoisé. D'accord. Je trouve néanmoins que, d'une part, ça c'est purement personnel, il enlevait une part de poésie au balayeur. Parce que je crois que on n'a pas attendu de lire mon livre pour que le balayeur soit vu aussi de façon poétique. Il y a eu 2-3 autres petits ouvrages qui parlaient d'un balayeur qui balaye en automne avec les feuilles. Enfin, il y a un côté, le côté balayeur-poète, je crois que c'est quelque chose qui a toujours touché, en tout cas, une certaine catégorie de personnes. D'une part. Et là, bien sûr, avec cet appareil technologique, nouvelle technologie, on devient voilà, quelqu'un qui se promène avec une machine et qui aspire. Mais le métier a perdu
avec un tout petit peu de son essence, parce que je suis quand même toujours dans la rue, je suis quand même en train de faire le même travail sans bruit intempestif, avec effectivement quand même une aide physique, parce que le glouton est électrique, donc il permet d'éviter parfois certaines charges lourdes que je dois porter dans mon chariot. Mais je crois que c'est tout le problème de la technologie. Il doit servir à l'être humain et non pas forcément. Et puis vraiment quand ça vaut la peine. Moi, je pense qu'effectivement, personne ne voudrait revenir à la quinzaine de moissonneurs en train de moissonner un champ. Une moissonneuse-batteuse, peut-être, elle aide quand même bien à la fonction agricole. Pour nous, il y a certains appareils pires que le glouton, comme une souffleuse électrique, ou même mécanique ou électrique, qui, elle, par contre, dégrade un peu déjà le biotope, d'une part, et fait du bruit et envoie des particules fines dans l'air. Donc là, c'est des réflexions encore, je dirais, il y a pire que le glouton, je veux dire. J'ai trouvé ça, il y a bien pire. Vous êtes devenu ami avec lui. Alors, on va dire, alors j'ai toujours ma charrette avec moi. Je suis toujours content de retrouver les charrettes. D'ailleurs, quand David est arrivé tout par hasard, spontanément, pour me filmer, j'avais ma charrette et c'était bien sûr totalement... j'ai pas fait exprès de prendre ma charrette parce que je savais que David était allumé. Donc j'ai quand même toujours ma charrette. Donc, je pense que je tolère le glouton aussi parce que j'ai quand même mes outils qui sont là. Et le glouton sert certainement pour des choses de façon plus efficace, mais des fois il n'est pas du tout efficace. On devrait avoir le coup de baguette magique qui nous ferait changer d'appareil suivant les circonstances et suivant ce qu'on a en face de nous. Mais est-ce que c'est vraiment seulement une question d'efficacité ? La différence entre travailler avec votre charrette ou avec le glouton, où est-ce qu'elle se trouve vraiment ? Vous dites que le glouton retire du sens à votre travail. Comment est-ce qu'il retire ce sens ? Qu'est-ce qu'il enlève en fait ? Bon, moi, je trouve qu'il enlève de la poésie, tout simplement. Il enlève simplement de la poésie, je crois. D'accord. Ouais. Trop mécanique, ça devient trop mécanique. Voilà, ça devient... Il y a des gestes qui... Parce que si je pars avec ou sans glouton, je fais à peu près la même chose. En une journée, je suis un peu plus fatigué avec le char. Avec les années, peut-être que le glouton, je le trouve plus sympathique des fois. Je suis aussi plus fatigué en fin de journée. Mais il enlève aussi, je sais pas, peut-être une... C'est visuel, en fait. Il y a un char, une rose, un balai, quelqu'un qui balaye. Ça donne... Peut-être ça éclaire la ville d'une autre manière. Surtout dans un quartier médiéval, je dirais. Ça donne une certaine esthétique aussi. Et puis peut-être qu'il y a certaines choses, on voit par exemple le bredson de l'Armaï, voilà, on le garde toujours, même si on ne le garde pas pour le travail, on le garde maintenant comme objet parce qu'on a envie toujours de les voir. Et peut-être qu'un char de balayeur, c'est quelque chose qu'on aimerait toujours quand même continuer à voir. D'ailleurs, dans certaines villes où je vais, je regarde toujours, il y a toujours quand même des chars et des balayeurs. Il y a différentes charrettes. Alors la ville extraordinaire où un glouton n'est pas du tout apte à faire quoi que ce soit, ni une machine, c'est Venise. J'étais à Venise au mois de mars, il n'y a que des balayeurs avec leurs charrettes. Parce qu'il faut passer les ponts, il faut passer les marches. Ils ont en plus un système qui fait qu'avec le char, ils arrivent à monter les marches d'escalier, des ponts. Et même les poubelles, ce sont les balayeurs qui les prennent. Ils arrivent dans une rue, ils gueulent Spasino, donc balayeur. Puis les gens, même du balcon, ils jettent des énormes chars. Puis après, ils arrivent avec le char au bateau. Il y a une grue qui prend le char, ça s'ouvre par en bas, ça tombe dans le bateau et ça part. Et Venise est condamnée, heureusement, à n'avoir que des balayeurs dans cette ville. Et du coup, elle demeure une ville poétique. Mais il y a un autre aspect aussi à la technologie. On ne va pas se mentir, elle permet aussi de remplacer les hommes à certains niveaux. J'imagine que le glouton, en rendant le travail plus efficace, plus rapide, a sûrement réduit les effectifs, peut-être. Je ne sais pas si je me trompe. Disons, le glouton est utilisé dans certaines parties de la ville, surtout au centre. Après, maintenant, ça s'est mécanisé autrement dans les secteurs, dans les autres secteurs où il y a des voitures, des petits véhicules qui viennent et qui vident les poubelles. Donc voilà, ça c'est aussi une façon, c'est soit le véhicule, le glouton en soi, non, on a toujours besoin d'une personne qui utilise le glouton, il ne va pas tout seul. Alors bien sûr, on attend
certainement, ça va venir une fois, le robot qui va balayer à notre place. Ça, alors là, il y a la technologie, c'est pas seulement le sens du travail, il va ôter le travail. Donc, du moment qu'une technologie ôte un travail, le problème devient autre que simplement donner un sens ou pas, parce que là, c'est vraiment une suppression humaine d'un travail qui pourrait être fait par des êtres humains. Mais il me semble, à un moment, vous parlez dans le livre du fait que vous êtes moins et vous faites des plus longues distances, ce qui justement empêche le fait de se retrouver peut-être pour une petite pause, pour une petite discussion, et que ça, par extension, ça enlève aussi un peu du sens au travail. Quand le travail ne devient que travail, il perd aussi de sa poésie. Oui, bien sûr, la corporation des balayeurs était très importante à mes débuts. Là, maintenant, on n'est plus qu'un tiers de l'effectif que nous étions au départ, qui n'est pas forcément lié au glouton, mais qui était lié à une certaine rationalisation du travail, à une certaine façon de faire, c'est-à-dire on a enlevé aux balayeurs certaines fonctions. Avant, un balayeur avait un petit quartier, il faisait tout. Maintenant, il y a des équipes qui viennent, par exemple, pour enlever les tags, ou pour enlever les graffitis, ou pour vider les poubelles. Tandis qu'avant, le balayeur avait son secteur, et puis il y avait la rue de Lausanne, la rue de Romont, la gare, Pérolle, il était 3 Pérolle, 3... Et ça a pas mal changé après, bien sûr, notre nombre, et aussi, bien sûr, nos rencontres. Parce que maintenant... On peut se voir, mais c'est compliqué. On se voit quand même, parce qu'on est quand même toujours une corporation, on se voit dans des réunions et des fois, il y a des secteurs qui se touchent, on peut se voir avec un collègue pour boire un verre ou pour prendre la pause ensemble, mais c'est devenu beaucoup plus difficile parce qu'on est en nombre réduit. Parler de poésie, moi, quelque chose qui me fascine dans votre livre, c'est que vous balayez les mêmes rues de la même ville depuis plus de 30 ans. Et pourtant, quand on vous lit, on a l'impression de lire un visiteur lointain qui découvre Fribourg pour la première fois. Et en page 111, 112, par exemple, vous dites « On peut trouver tout près ce que d'autres cherchent et découvrent très loin. Et recevoir ici au lieu de partir à la conquête. Ce ne sont jamais les merveilles qui manquent, mais plutôt la faculté de s'émerveiller par tous nos sens. » C'est un passage qui m'a beaucoup touché personnellement. Parce qu'aujourd'hui, on voit qu'on voyage beaucoup, on essaie toujours d'aller plus loin pour voir d'autres choses, de la nouveauté, de la nouveauté, de la nouveauté. Et pourtant, vous arrivez toujours à vous émerveiller des mêmes rues, des mêmes gens, des mêmes paysages. Et ce que je me demande, c'est comment est-ce que vous expliquez cette faculté à vous émerveiller et comment l'entretenez-vous, tout simplement? Oui, l'émerveillement, on l'a peut-être en soi dès le départ. Moi, j'ai toujours été assez modeste dans mes goûts et dans mes recherches. J'étais vite content de ce que je voyais. Ça donne aussi un sens de l'observation peut-être plus aigu quand on reste toujours au même endroit. On tâche de trouver aussi quand même à échapper à une monotonie qui est effective quand même. C'est parce qu'il y a une régularité. Et quand on se retrouve toujours au même endroit à faire à peu près les mêmes choses aux mêmes heures, on est tout de suite attentif naturellement à tout à coup à un ciel différent qui se lève, une couleur différente, ou tout à coup une personne différente, tout à coup un petit changement. Même dans une poubelle, quand on la vide, on se dit « Ah ben tiens, voilà, cette fois c'est comme ça, ben, tiens, il y a des nouvelles bières là. » Enfin, on a une capacité même à s'émerveiller devant certains déchets, ou en tout cas à trouver un amusement ou presque on devrait, des fois, les boîtes de pub devraient venir nous demander, mais ouais, qu'est-ce qui se boit en ce moment, qu'est-ce qui se fume en ce moment, parce que nous, voilà, naturellement, comme ça, sans forcément le vouloir, mais si on est un peu attentif à ce qu'on fait, il y a tout plein de choses qui nous viennent droit à la figure. Si on est attentif, justement. Si on arrive, alors ça c'est une question d'attention. Moi j'ai toujours été quelqu'un d'assez attentif, comme ça, naturellement, à regarder un peu ce qu'il y avait autour de moi. Et ce métier est magnifique pour ce genre de caractère, parce qu'on peut voir effectivement beaucoup de choses que d'autres ne voient pas, ou qu'il faut rester vraiment longtemps. Je pense que quelqu'un qui va 6 mois dans un endroit et qui écrit un beau livre, je lui dis peut-être qu'il a juste fait qu'effleurer le lieu où il a été. Je pense que c'est justement le cas de nombreux d'entre nous, c'est qu'il
Dans votre situation, au lieu d'être attentif et de remarquer tous ces détails, toutes ces nuances, toutes ces subtilités, beaucoup de gens qui chercheraient justement à fuir, à aller ailleurs, à changer de métier, ou aujourd'hui on a toujours un téléphone dans notre poche qui nous permet d'aller voir toujours plus de choses, une infinité de contenus, et qui nous permet justement d'échapper le moment présent, d'échapper cette réalité qui nous entoure, et qui est souvent assez monotone au final. Mais vous, vous dites non, elle n'est pas si monotone. Il suffit d'être attentif. Oui, oui, il suffit de... Je crois que, en tout cas, moi, je suis la preuve du fait qu'on peut rester sur place au même endroit sans jamais se lasser. Alors attention, j'aime bien aller en vacances, j'aime bien partir, et c'est une occasion d'autant plus forte pour moi de découvrir, par exemple, une autre ville ou d'être très, très marqué par ce que je vois à l'extérieur, parce que c'est quelque chose que je manque, c'est quelque chose de nouveau, vraiment, vraiment de nouveau. Je ne suis jamais blasé, en fait, quand je pars à l'extérieur, parce que je ne pars pas souvent non plus, mais j'aime bien quand même partir. Avec mon épouse, là, on a fait 23 jours de vélo, on a été jusqu'en Slovénie, on a passé les Dolomites, mais c'était tellement extraordinaire, on était à vélo, on passait à l'école, on dormait, et puis ouais, c'était vraiment un émerveillement aussi, parce qu'en fait, on a quand même besoin d'avoir des fois 2-3 petites ouvertures. Bien sûr. Mais donc, comment vous expliquez justement cette capacité à vous émerveiller? Vous pensez qu'elle est simplement naturelle ou est-ce que vous la travaillez? Pour moi, j'ai l'impression qu'elle était naturelle. Moi, j'ai toujours fonctionné comme ça, par par l'observation et puis aussi le raisonnement. Moi, je crois que l'émerveillement, c'est à la fois c'est un sentiment, mais qui est aussi après porté par une réflexion. Après, il y a des réflexions qui nous viennent par rapport à... Il y a aussi des fois des émerveillements a posteriori. On peut voir quelque chose qui nous marque pas tellement sur le coup. Et après, quand on y réfléchit et quand on... Je sais pas, il y a des choses qui sont là. Par exemple, j'ai fait des rencontres avec certaines personnes qui m'ont parlé. Et puis sur le coup, voilà, après, ces paroles ont vraiment résonné en moi, mais beaucoup plus tard. Ou en tout cas plus tard. Et sur le coup, j'ai dit, mais j'ai vécu un moment extraordinaire. Mais sur le coup, c'était un peu... j'ai retenu. Et puis par la suite, comme un vin, on va dire, il se bonifie en vieillissant, où il révèle sa saveur, il révèle vraiment son bouquet par après. Donc ça, c'est aussi l'émerveillement, il vient des fois par après, il n'est pas tout de suite... Ce n'est pas forcément un engouement romantique, c'est quelque chose qui peut nous venir, qu'on ressent, mais dont la réflexion et puis peut-être la mise en bouteille intérieure nous faire voir cet émerveillement bien plus tard. C'est une des choses que j'ai adoré d'ailleurs en lisant votre livre. Moi-même, je suis fribourgeois, j'ai grandi ici, je les connais ces rues dont vous parlez, mais vous nous permettez de les voir différemment en fait. C'est comme si, en un coup d'œil, on s'arrêtait à la surface, mais vous permettez d'approfondir un petit peu, justement de porter une certaine réflexion sur des choses qu'on voit tous les jours, qu'on considère à peine. Vous allez un petit peu plus loin que juste gratter la surface, vous creusez un petit peu plus loin. C'est une des choses justement qu'on cherche à faire au Café Philo, en rendant la philosophie accessible à un nombre élevé, le plus élevé de personnes possible. C'est justement de créer cet étonnement, cet émerveillement. Pensez que la philosophie contribue à cette faculté? Oui. Mon expérience de la philosophie, déjà au niveau du collège, n'a pas été une expérience très, très heureuse. Moi, j'ai toujours eu un peu de la peine avec l'abstraction, quand ça devenait un peu compliqué. Par exemple, je sais pas, Kant, Hegel, même Thomas d'Aquin. C'était toujours assez dur pour moi d'arriver aussi le côté mathématique. J'ai toujours été assez faible là-dedans, même très faible. Et puis, moi, je considère aussi la philosophie un peu comme une sagesse existentielle. Rien à voir avec l'existentialisme, mais une sagesse qui, justement, alors si justement le philosophe arrive à faire passer vraiment, parce que la philosophie c'est vraiment des idées fondamentales pour la vie de l'être humain et pour son sens et pour sa direction, et si quand on arrive à vraiment en aborder, en tirer la quintessence et puis l'apporter à des personnes qui sont peut-être comme moi, finalement, pas très, comment dirais-je, abstraites, qui essayent vraiment qui sont assez concrètes dans la discussion et dans la façon d'appréhender les choses.
c'est magnifique. Et puis je pense que le café philo, ça correspond à cette envie de donner la philosophie à tout le monde, qu'elle ne soit pas rébarbative ou qu'elle ne fasse pas peur ou qu'elle ne soit pas liée à une élite ou à une classe. Pour moi, je crois que c'est Heidegger qui a dit voilà, la philosophie, c'est l'existence. Enfin, pour un homme, philosopher, c'est exister. Et je crois que c'est Heidegger qui avait dit ça. Donc, ça fait plaisir. Michel Simonet, merci beaucoup. Merci à vous de m'avoir invité.